Des sommets enneigés, une prairie fleurie, un monde en harmonie. Les montagnes renvoient au sentiment de bien-être. Ces paysages couvrent un quart de notre territoire et sont essentiels aux équilibres naturels. Ils sont riches d'innombrables trésors de biodiversité. Mais le cœur de nos montagnes est également un lieu où vivent des hommes et des femmes qui entretiennent ce vaste espace pour profiter de ses ressources animales, végétales, minérales. Pour moi, c'est hyper valorisant de savoir que je participe aussi à la préservation de cette espèce. Conscients de la fragilité de ces écosystèmes, certains ont fait le choix d'exploiter ces richesses de façon raisonnée. Je suis un bâtisseur. Bâtir, créer de ses propres mains quelque chose qui va rester longtemps, c'est bien. Il revendique un monde où la nature serait le maître et l'homme l'ouvrier, où l'humanité profiterait sans gaspiller. Il y a l'intérêt de notre part de comprendre que sans ces êtres-là, nous, on ne peut pas vivre ici. Des passionnés qui se nourrissent de ces paysages tourmentés et préservent leur avenir. Oh, le caillou, le caillou, le caillou. Nous sommes au tout début de l'été, dans les Alpes. Avec ses chèvres, Sylvain part sauvegarder la montagne et l'un de ses trésors. Là, ça y est, on est parti pour la montagne. Tu viens, Loulou? Ah oui, je n'avais pas vu. Aujourd'hui, c'est l'Emmontagné. Alors l'emmontagné, c'est quand les bêtes quittent la ferme où elles ont passé tout l'hiver et qu'elles montent sur les surfaces d'alpage, donc qui sont accessibles uniquement l'été. Et en fait, on va suivre la végétation, suivre la pousse de l'herbe pour arriver toujours au meilleur stade, là où l'herbe est la plus fraîche et la meilleure pour produire du lait. Avec son fils et son apprenti, Sylvain rejoint son alpage à 2000 mètres d'altitude, en plein cœur du parc national de la Vanoise. Ensemble, ils y resteront les 3 mois d'été. On essaye de maintenir les chemins en état, quoi. À la sortie de l'hiver, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de bois. Avec les avalanches, du coup, on nettoie un peu ce qui traîne sur les chemins. À 36 ans, Sylvain fait partie de cette nouvelle génération d'éleveurs qui refusent l'agriculture intensive. Son troupeau compte une centaine de bêtes seulement. Bonjour. Avec lui, il produit du lait pour faire du fromage. Il redonne vie aussi au paysage. Le fait de mettre les chèvres sans utiliser une goutte d'essence, une tronçonneuse, juste en faisant pâturer les chèvres, on a regagné du pâturage qui existait avant. C'est un alpage qui fait 80 hectares. Et quand je l'ai repris, il n'y avait plus qu'un hectare, plus qu'un seul hectare de pâturable. Le reste, c'était de la friche. Louis, reste là, reste là, reste là. J'aime bien faire une pause là, parce qu'elles ont déjà un peu marché, puis elles ont faim. Donc comme ça, elles font une petite pause avant de finir là, la traversée. Dans ces prairies, si on ne pâture pas avec des chèvres et puis aussi des vaches, le paysage a tendance à se refermer, la forêt avance. Et donc on perd aussi une certaine biodiversité. Toutes ces prairies, il y a plein d'espèces floristiques qui sont maintenues grâce à l'activité pastorale.
On arrive à vraiment à maintenir un biotope intéressant. Avec le retour des chèvres, rhododendrons, genévriers, myrtillers ont retrouvé toute leur place dans ces espaces. Sylvain a même signé un accord avec le parc national de la Vanoise pour sauver une espèce menacée qu'on ne trouve que dans les Alpes. Alors là, c'est une inflorescence de chardon bleu qui n'est encore pas en fleurs. Mais là, dans 15 jours, 3 semaines, le chardon est en fleurs. Et donc, si on ne fauche pas ou si on ne pâture pas, si on entretient plus cette prairie, il va être étouffé par le reste de la végétation. Donc le but, c'est de le laisser grainer, donc de ne pas pâturer au printemps. Et par contre, à l'automne, de passer avec les bêtes pour enlever de la matière. Et en passant avec les bêtes, les graines sont disséminées au sol et enfouies dans la terre. Depuis quelques années, le chardon bleu progresse dans cette zone. Mais pour Sylvain, cela signifie priver ses chèvres d'une jolie prairie en été. C'est pas une contrainte, c'est essayer de travailler intelligemment et puis de sauvegarder ce patrimoine naturel et finalement qui est aussi issu d'une activité agricole ancestrale. Pour moi, c'est hyper valorisant de savoir que je participe aussi à la préservation de cette espèce. Mon grand-père a été le dernier agriculteur du village plus bas sur Beauzelle à avoir des vaches. Et c'est vrai que quand il est décédé brutalement et qu'il n'y avait plus de vaches, je me suis toujours dit, un jour, je continuerai cette activité. Moi, j'ai toujours vécu là l'été, depuis tout jeune. Donc c'est vrai que pour moi, ça me paraît normal d'être là et je ne me vois pas ailleurs. Après 6 heures de marche, les chèvres sont arrivées à l'alpage de Chapendu, le refuge de Sylvain. Là, pendant tout l'été, elles vont se régaler d'une herbe riche et naturelle, préservée de tout produit chimique. Alors qui s'assit? Assis. 2 fois par jour, elles passeront aussi à la traite. Quand elles sont par ici, là on est quand même à 2000 mètres d'altitude, on a une flore très spécifique qu'on n'a pas en bas. Le lait d'ici, de l'alpage, il a une odeur spécifique que je n'ai pas ailleurs. C'est un mixte entre le genévrier, le rhododendron, avec beaucoup de fraîcheur. Ouais, vraiment, il y a beaucoup de genévrier et je pense que ça donne une odeur. Surtout au grand air, les chèvres sont épargnées par les maladies. C'est autant d'antibiotiques qui ne se retrouveront pas dans le lait. Les bêtes, je les ai vues naître, je les ai élevées, je m'en occupe tous les jours. Donc forcément, on s'attache, quoi. Elles ont toutes un nom. Elles ont un numéro à l'oreille, ça c'est obligatoire, c'est administratif, mais moi je tiens à leur donner un nom. Donc, chaque année, il y a un millésime. Cette année, c'est l'année des O. Donc c'est original, il faut trouver une trentaine de noms. Je commence par O, P. Sylvain et son apprenti vont rester là tout l'été à veiller sur Olive, Opale et toutes les autres, à préserver également une certaine image de la montagne. Là, c'est le meilleur moment de la journée, là. Le matin, pendant la traite, et le soir, quand on les mène en champ. Les voir manger, là, dans cette prairie, là, c'est ça qui est beau. Une grosse partie de l'alpage, c'est ça, c'est faire manger les bêtes, qu'elles mangent assez, arriver à gérer la ressource aussi, hein. Elle n'est pas infinie, arriver à la gérer sur toute la saison, en tenant compte des enjeux agro-environnementaux qu'on a. Là, on parle de biodiversité, de plus en plus, de réchauffement climatique, de tout ça. Et ben là, ici, moi, je trouve qu'on fait quelque chose qui a du sens,
qu'ailleurs, on a peut-être perdu. Un troupeau en bonne santé, un lait parfumé qui sera bientôt transformé en fromage. Sylvain croit à ce cercle vertueux, où l'homme exploite sans surexploiter, comme ce fut souvent le cas par le passé, et qui oblige aujourd'hui certains à réparer les erreurs des anciens. Emanuele aime les châtaigniers. Ça ne semble faire aucun doute. J'adore la châtaigne, j'adore la farine de châtaigne, j'adore la géométrie de ces arbres. J'adore sentir quand je taille quelque chose que la branche successive s'est rigidifiée parce qu'elle a senti que je viens de couper la branche d'à côté. Donc le message est passé, il commence à se protéger, ce qui me permet de comprendre vraiment à quelle hauteur je dois couper parce que le reste s'est rigidifié. Donc j'adore cette communication, ce retour, ce feedback, comme on dit, que l'arbre m'offre dans l'exercice qui est le mien de faire de la chirurgie de l'arbre. Emanuele serait donc un docteur aux cheveux. Ce patrimoine végétal fut alors abandonné. En exploitant ces arbres, les hommes les ont déstabilisés. Emanuele, ingénieur agronome devenu castagniculteur, veut rétablir l'équilibre en douceur, sauver les arbres pour faire renaître une pratique ancestrale. There is this one here and the one there. En Castagniccia, il intervient sur d'anciennes exploitations avec l'aide de paysagistes allemands amoureux comme lui de cette espèce. Ce sont des arbres dans lesquels on va pouvoir justement intervenir dans un cadre qui n'est pas un cadre d'un jardin où il y a des contraintes qui nous obligent à faire des coupes, la présence d'un parking, la présence d'un toit, des lieux où on peut vraiment faire ce qui est nécessaire pour l'arbre pour favoriser son état phytosanitaire. On est vraiment ses serviteurs. Ces arbres ont longtemps été taillés pour fournir plus de fruits, plus de bois, meurtris au profit d'une logique productiviste. En nouant une nouvelle relation avec eux, Emanuele veut leur permettre aujourd'hui de retrouver leur stature naturelle. C'est un travail de finesse. Les branches qui sont enlevées, c'est les branches qui sont sèches. Ensuite, le reste de l'intervention ici, c'est sur des grosses coupes, des grosses amputations qui ont été faites dans le passé. Il y a eu énormément de rejets qui sont partis. Sauf que d'un point de vue de la résistance mécanique, du fait qu'ils sont sur de l'écorce très fine et qui n'a pas pu cicatriser, dès qu'ils ont du poids, ils vont déchirer et vont créer des plaies importantes dans l'arbre. Autrement dit, il faut alléger l'arbre avant qu'il ne périsse. Je pense qu'il y a rien de plus difficile à accepter quand on est par exemple ingénieur comme moi de voir une grande partie de la biodiversité mourir. Il y a déjà une quantité énorme de biodiversité que l'homme a détruit sur la planète et ces arbres-là qui sont multicentenaires, qui marquent le paysage, qui construisent le paysage, qui permettent aux hommes de vivre ici depuis plusieurs centaines d'années, c'est quelque chose qui est fondamental et garder le châtaignier, sauver le châtaignier, le laisser le perpétuer, c'est maintenir vivante l'âme de la Corse.
Emanuele protège ses châtaigniers, car il est aussi chercheur et sait que ces arbres ont de nombreux secrets à confier aux hommes. Dans sa châtaigneraie à Pianellou, il a équipé de capteurs quelques-uns d'entre eux afin de surveiller leur métabolisme au fil des saisons. C'est un petit peu comme si vous allez chez le docteur qui vous ausculte. Voilà. Là-haut, il y a des choses qui auscultent l'arbre. C'est des petits capteurs qui prennent des éléments qui peuvent être liés à la tension de la remontée de sève. Certains capteurs calculent le poids des châtaignes sur certaines branches. Et quand donc les châtaignes tombent, le poids se réduit. Et donc on sait qu'il y a des châtaignes qui sont tombées dans cet endroit-là. Alors ce sont des petits capteurs qui permettent de faire de la simulation. On a quelques données grâce à la simulation et grâce à l'intelligence artificielle. Par un système de Bluetooth, on arrive à passer en dessous maintenant. Si les capteurs ne sont pas endommagés, ça peut arriver. Et on récupère l'information. Ces capteurs permettent aussi de savoir à quelle vitesse les arbres communiquent entre eux, notamment quand le milieu est perturbé. Emanuele a découvert que ces échanges se feraient en quelques secondes seulement. Mais pour l'instant, le chercheur ne tire pas de conclusion. Son étude, commencée il y a 10 ans, devrait durer jusqu'en 2029. Et si notre avenir était au cœur des forêts? Il y a l'intérêt de notre part de comprendre que sans ces êtres-là, nous, on ne peut pas vivre ici. Donc, si on sauve des êtres qui ont 1000 ans d'expérience, 500 ans d'expérience, ils vont pouvoir nous raconter une expérience, nous donner des connaissances inestimables. Parce que ça fait 500 ans qu'ils vivent des difficultés climatiques, qui s'adaptent à l'environnement. 500 ans, 600 ans. Il y a le climat qui est écrit là-dedans. Et il n'y a aucun réel relevé climatique qui te permet d'aller si loin. Donc effectivement, il y a une simulation, mais une capacité à s'adapter à un environnement qui est très dense. Donc c'est un puits de connaissances, cet arbre. On le sauve aussi parce qu'on a envie qu'avant qu'il parte, il nous offre à nous aussi, pas simplement aux autres, la connaissance qu'il a acquis au cours des 500 dernières années. En attendant cette moisson de savoir, Emanuele récoltera déjà les fruits de ses arbres dans quelques mois. À côté de ce patrimoine végétal, les montagnes sont des terres d'abondance pour une autre ressource, omniprésente, qui est l'essence de ces reliefs. Avec la pierre, les hommes ont bâti leurs maisons, leurs églises, les ont intégrées dans le paysage en sublimant ce matériau grâce à leur savoir-faire. Ces édifices de caractère sont un héritage qui fascine et font le charme de ces territoires. Même les champs ici valent qu'on s'y arrête. Ils racontent à eux seuls comment furent terrassées les montagnes. Dans les Pyrénées-Orientales, des hommes maintiennent cette filière économique par passion et par tradition. Oh, 8 kilos, 9 kilos. 9 kilos, un seau, quoi. 7 kilos, ça va vite, je pense. Oh purée, oh lui là. Oh non. 24 kilos de sang. Ce matin-là, au pied du mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans, ce sont les derniers préparatifs en vue d'une expédition de plusieurs jours. Pacha, viens. Donc 25 d'un côté, ça fait 50 de chargement, plus le bas, 60. Je ne vais pas dépasser 60 pour lui. Lui, je peux me permettre d'arriver à 65, 70 max. Et l'autre, je peux aller jusqu'à 70, 80. Il faut respecter l'animal, respecter... Il y a des trucs, on ne peut pas porter plus que... Je ne veux pas les abîmer, quoi. Là, je fais pour voir si ça se stabilise. Allez, Sherpa, on y va. Allez, c'est parti. Sébastien est murailler, c'est-à-dire spécialiste des murs en pierre sèche. Allez, allez, allez. Allez, Sherpa.
Un nouveau chantier l'attend sur le mont Canigou. Et pour l'occasion, il a ressorti ses chevaux et ses mules, car à ses yeux, la montagne doit inviter à penser autrement. Là, on utilise les bêtes parce qu'en fait, là où on est en montagne et qu'il y a pas mal de cailloux à aller glaner dans les pentes et que le 4x4, on ne pourrait pas aller chercher les cailloux. Donc, les bêtes, avec les paniers devant, on va pouvoir aller chercher du caillou. Et ça, c'est génial. De façon plus douce, pas de bruit de moteur, pas rien, juste au rythme de l'animal. Ça me convient très bien, ce rythme. C'est des 4 pattes, nous, qu'on a. C'est pas des 4x4. Sherpa, Pacha. Quelle vue. Ah, c'est une super montagne. On a une montagne, la forêt arrondie là-bas, c'est le mont Coronate, et avec une montagne calcaire juste devant. Et ça, c'est une richesse dans notre département. Parce qu'on a un versant nord cristallin qui fait face à un versant sud calcaire. Donc on a 2 types de végétation ici. Et le Canigou, c'est une grosse richesse parce qu'on a tous les étages de végétation, de l'étage méditerranéen jusqu'à l'étage alpin. Toutes les montagnes sont belles, mais chaque montagne est différente. Pour vivre de ces montagnes, Sébastien s'est associé avec d'autres dans le groupement de la pierre catalane. Michael, Pedro et quelques autres passionnés comme lui par la pierre et le talent des anciens. Il y a des jolis murs, quand même. Il faut la retenir, la montagne, là. Il y en a de la poussée. 3 heures de montée au rythme des bêtes pour arriver à l'Ori de Balatch, le chantier de Sébastien. Allez, un caillou de plus. Un ori est une cabane que les bergers bâtissaient pour se protéger des intempéries. C'est un patrimoine emblématique des Pyrénées, mais un patrimoine menacé. Super, il m'a entendu. Super, comme ça, il a une belle assise. Il m'a entendu. Super. Dans un premier temps, on nettoie pour libérer un peu tous les cailloux qu'on peut trouver sur place. Et après, l'objectif, ça va être de démonter tout ce qui sort du mur. Voilà. Là, on peut voir que le mur, il n'a pas bougé. Donc ça, on ne va pas y toucher. Ça, on ne va pas y toucher. Par contre, à partir de là, tout ça, c'est sorti. Il faudra faire attention parce que là, regarde. Ok. C'est l'organisme Canigou Grand Site qui a confié au groupement de Sébastien la restauration de cet abri, avec l'obligation de respecter la technique ancestrale de la pierre sèche, c'est-à-dire bâtir sans ciment ni mortier. Là, j'enlève ce caillou. Il était bien placé, hein. Il sortait un peu du mur. Donc le tout, c'est de trouver son emplacement, qui pourra peut-être, non, ça il sera trop court. Mais je pense que ce caillou, il pourrait aller. Et il rattrape la ligne. Ah, en fait, c'est un gros puzzle, quoi. C'est un puzzle, c'est un Tetris. J'adore jouer au Tetris. En fait, il faut trouver des places. Il faut étudier les formes, on regarde les cailloux et puis on place les cailloux qui vont bien. Là, ici, à un moment donné, je peux mettre un petit caillou ici. Mais après, le prochain, je peux mettre quelque chose ici qui, hop, mais après, je mettrai un gros qui prend tout ça. Et on croise dans tous les sens. Et tous les cailloux, plus il y a de contact, mieux c'est, plus c'est solide. Qu'est-ce qui est intéressant à faire ça? C'est le plaisir de bâtir quelque chose ou de restaurer quelque chose. Parce que, comme on dit, la pierre sèche, on peut créer des murs ou restaurer des murs. Donc c'est le chien bâtisseur. Bâtir, créer de ses propres mains quelque chose qui va rester longtemps, c'est bien. Réemployer les matériaux Impeccable. ou simplement se baisser pour en trouver de nouveaux. C'est aussi cette relation de simplicité qui anime ces hommes de pierre. Et si vous préférez les bêtes aux machines, vous avez une pratique originale et respectueuse de l'environnement. Et qu'est-ce que c'est agréable de trouver des cailloux comme ça.
C'est vraiment extraordinaire. La montagne, elle nous donne, regardez ça. C'est magnifique, il y a une petite face, c'est en triangle, en forme de boutisse. C'est parfait. Ok. Allez, on y va. Allez, Pacha. Allez. Avec ces nouveaux